On raconte qu'à la création du monde, une bête fut créée pour régner sur les océans. Cet animal était un serpent colossal, capable de boire toutes les pluies du monde en une seule gorgée. Ses yeux, brillants comme la foudre, pouvaient incendier les embarcations des hommes d'un simple regard, et son souffle était, dit-on, d'une telle intensité que même la pierre la plus dure se fendait sur son passage. À cause de sa taille, de son appétit sans fin, mais aussi de son orgueil et de son avarice, l'immense créature fut rapidement confinée au fond des abysses, condamnée à hanter les fonds marins jusqu'au jugement dernier, où il émergerait enfin pour livrer l'ultime bataille. De nombreux mythes recoupent cette légende, proposant plusieurs noms au gigantesque serpent de mer. Tiamat, Typhon, Jormungandr ou simplement Moby Dick. Les textes bibliques, quant à eux, s'y réfèrent sous le nom de Léviathan. Bonjour et bienvenue au Monstre dans le placard. Je ris parce qu'on a scrappé l'intro tout de suite en partant et on le reprend maintenant. Et on est dans l'édition du mois d'août. La fin du mois d'août, nous arrivons au terme de l'été. Et Sabrina, au moment où nous enregistrons ceci, tu es sur le point de partir dans un très, très, très long odyssée. Oui, je suis sur le point de partir au plus gros festival médiéval d'Amérique du Nord, qui est malheureusement, qui était déjà célèbre et qui est encore plus tristement célèbre étant donné qu'il y a eu un incendie. Les gens Mhm. qui ne connaissaient pas cet endroit maintenant le connaissent. Je parle bien sûr de Bicoline. Je serai 7 jours dans les bois avec les festivaliers à prendre part à toutes sortes d'activités ludiques, phonées et habillées en pirate. Ça va être bien plaisant. J'ai bien, bien hâte. Et ça, c'est le genre de choses qui, si vous n'êtes jamais allé faire un tour du côté de Bicoline, ça va vous scotcher parce que c'est vraiment quelque chose qui est, je pense que c'est assez unique, en fait, en termes de, pas juste de lieu, mais de constance à laquelle ça se passe à Bicoline. Je pense que c'est assez unique au monde. Oui, tu sais, il y a plusieurs petits événements, mais la grande bataille, c'est le grand événement qui réunit des gens de partout dans le monde. En fait, j'ai des Hmm. amis qui viennent de d'autres pays qui viennent à chaque année à cet événement-là spécifiquement. C'est au-dessus, c'est 7 000 festivaliers environ. Ça monte jusqu'à 10 000 à la journée découverte. Alors, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, bon, malheureusement, c'est sold out pour cette année, mais l'an prochain, une journée découverte, c'est pas trop cher. Ça te permet de faire une journée complète là-bas et ça te donne une idée de vivre quelque chose. Ça peut être le fun. Même si c'est pas votre jam, ça peut être intéressant de voir ce festival-là de l'intérieur, l'espace d'une journée. Oui, et c'est peut-être nécessaire aussi. Ce serait peut-être nécessaire, mais ça vaudra sans doute la peine pour vous de faut traverser l'Atlantique pour vous rendre jusqu'ici. À moins, bien sûr, que vous ne tombiez sur le chemin sur notre monstre de ce mois-ci. C'est de quoi on parle aujourd'hui, Sabrina? Nous parlons du Léviathan. Le Léviathan, ça fait partie de notre longue tradition de parler de monstres marins pendant l'été. Je pense que ça remonte à notre première saison. À chaque C'est été, on a vrai, c'est parlé rendu d'un une monstre. tradition. Oui, on parle de, tu sais, je sais pas, c'est l'eau, c'est la baignade, c'est les Ça dangers qui nous rafraîchit. guettent sous les flots. C'est le fun. C'est épeurant et rafraîchissant. Un Ah, peu je épeurant, mais rafraîchissant. pense que ça va être notre nouveau tagline pour 2026. J'adore ça. Ça prendrait des. J'aimerais ça, un chandail de cryptide de monstres marins avec ça décrit dessus. Ça va peut-être se réaliser, qui sait. Alors, pour le Léviathan, on en a déjà couvert beaucoup. On a couvert le Kraken, on a couvert les monstres de lac, on a couvert les bateaux fantômes, mais le Léviathan, ça, on ne l'a pas couvert. Qu'est-ce que c'est pour toi, Sabrina, cette créature? Le Léviathan, pour moi, c'est l'apogée de la thalassophobie. Oh mon Dieu.
Donc, pour les gens qui ne savent pas, on en a parlé quelques fois, mais tu sais, ouais, ça fait quand même plus de 100 épisodes maintenant. La thalassophobie, c'est la peur des profondeurs. Donc, quand vous nagez dans l'eau puis que vous voyez, par exemple, une crevasse où vous voyez pas le fond de l'eau, vous êtes Hmm. terrorisé et vous pensez au pire des scénarios. Puis on dirait que le Léviathan, c'est l'espèce d'avatar de toutes ces créatures qui nous donnent des pensées intrusives, qui pourraient nous tirer par le pied et nous dévorer du fond des profondeurs. Alors, pour moi, c'est vraiment une image terrorisante et fascinante. Voilà. Et toi, Simon? Ben, moi, tu vois, autant du côté du Kraken, c'était quelque chose qui me terrifiait, autant pour moi, le Léviathan, c'est arrivé d'une manière, d'un angle tellement pas épeurant dans ma vie. Je vais te le dire tout de suite, c'est arrivé par Final Fantasy 2, le 4 en vérité, mais le 2 quand j'ai joué. C'est la première fois que j'entendais parler de ce mot-là, Léviathan. C'était un des monstres que vous pouviez appeler dans Final Fantasy C'est et vrai. il l'est encore d'ailleurs. C'est un des premiers summon monsters de Final Fantasy. Et euh, en fait, moi, ce qui me frappait avec le Léviathan, c'était que c'était pas tant lié à l'eau, parce que pour moi, le Kraken, c'était vraiment le monstre des eaux. C'était la taille. Le Léviathan était vraiment associé à la plus énorme chose. Dans à peu près tout ce que j'ai vu, le Léviathan, c'est comme le plus grand de toutes les grandes choses. Donc, j'ai été un peu surpris quand j'ai fait la recherche de me rendre compte que ce n'est pas sa caractéristique première. Parce que je pensais que c'était ça. Je pensais que c'était le plus grand de tous les grands. Et donc, voilà. Pour moi, le Léviathan, c'était pas nécessairement épeurant, c'était juste très, très gros. Euh, mais on va pouvoir s'y intéresser dans le détail en passant en mode origines. Les origines. J'ai le goût de Les chanter aujourd'hui. origines, C'est l'été. oui. C'est l'été, on peut chanter. On est autour de l'eau. Ça va bien. Donc, d'où vient ce mot, le Léviathan? C'est un mot qui sonne extrêmement métal, mais Oui. comment ça? D'où ça sort? Alors, étymologiquement, le mot Léviathan vient de l'hébreu et qui mélange les racines du mot racine, comme les racines d'un arbre, et le terme pour enrouler ou mêler. Donc, le Léviathan, c'est littéralement les racines mêlées du monde, ou le long tronc mêlé du monde. Euh, il était probablement basé sur un monstre antérieur, pré-biblique, qui s'appelle Lotan, qui lui signifie juste mêlé, qui signifie comme entremêlé, entrelacé, pour dire que c'est de longs anneaux tous mêlés ensemble. Et ça nous amène à la description de qu'est-ce que c'est, cette bébite, le Léviathan. Eh bien, c'est un énorme serpent de mer. Du moins, c'est ce qui est rapporté dans la plupart des mythes et des légendes. Et on le connaît surtout de la Bible, du livre de Job, où il a droit quand même à une description assez détaillée. En fait, quand il est présenté dans le livre de Job, il a le droit littéralement à une longue description digne d'un lutteur entrant en scène. Hein. On décrit que son souffle enflammé, ses écailles impénétrables, ses anneaux plus larges que la Chypre. On passe vraiment un chunk du chapitre Il manque juste que ça finisse par Léviathan! Ça aurait avec été les pas feux pire. d'artifice. J'adore Ben, la lutte, hein, pour les gens qui ne le savent pas à la maison. Voilà. d'ailleurs, il y a un lutteur qui s'appelle Léviathan. Je me C'est trompe-tu? sûr que oui. Et donc, Vite comme ça, je sais pas lequel, mais c'est sûr que oui. et donc c'est là qu'on le retrouve, je dirais de façon plus officielle, le terme Léviathan. Euh, mais il faut aussi considérer que le Léviathan, le serpent de mer dévastateur, le plus grand des animaux tapis au fond des mers, euh, il n'est pas unique en son genre. Il y a beaucoup d'animaux similaires dans les différentes mythologies. En fait, il y en a tellement que dans la section sciences, je vais consacrer un petit chapitre à
pourquoi il y a autant de léviathans dans le monde. Oh yeah! Parce qu'il y en a énormément dans toutes les cultures. Mais pour celui qui nous intéresse, donc le Léviathan biblique, il est mentionné dans le livre de Job, il est mentionné par Isaïe aussi, euh, il est mentionné dans les Révélations, donc dans l'Apocalypse à la fin, où il est censé émerger des flots avant d'être tué par Yahvé lors du jugement dernier. Euh, on parle dans cette description pour être un petit peu plus détaillé. Donc, c'est à mi-chemin entre un serpent, un dragon, un poisson. Il y avait Johanan Bar Napaha qui a écrit sa partie du Talmud qui dit que c'était un poisson au front cornu et dont le corps serait long d'environ 500 kilomètres. Ça vous dit l'étendue de la bête. On dit de lui que son souffle faisait bouillir l'eau, que son odeur était si infecte qu'il ferait fuir les animaux de l'Éden s'il trempait la tête, et que ses yeux produisaient l'équivalent une lumière équivalente à l'astre de l'aube. Donc, juste quand il vous regarde, c'est comme si soudainement le soleil se levait à l'horizon. Donc, une créature incroyable. Euh, il était à l'origine classifié parmi trois bêtes. Il était la bête des mers, en opposition à la bête de la terre, Behemoth, et à la bête des cieux, Ziz. Donc, il y avait trois grandes bêtes dans le monde et Léviathan, c'était la bête des mers. Dans le Midrash judaïque, on dit qu'à l'origine, il y avait un Léviathan mâle et un Léviathan femelle, mais qu'il y avait, voyant que si cette espèce-là pouvait se reproduire, ça mettrait fin au reste de la création, a décidé d'en tuer une des deux, de tuer la femelle, et de faire en sorte que sa viande, la chair de Léviathan, serait servie dans le grand banquet du jugement dernier. D'ailleurs, une des choses qui m'a vraiment surpris durant cette recherche-là, je pensais que j'allais trouver beaucoup de références à Léviathan qui mange des choses, mais il semblerait que non, parce qu'une des affaires que j'ai plus retrouvées, c'est l'idée qu'il faut manger Léviathan à la fin Ouais, des temps. c'est ça. Il est quand même chill, même s'il est immense, là. Il est chill et semble-t-il délicieux. D'ailleurs, il y a un passage de... il y a un... C'est le plus gros sushi de l'histoire de l'humanité, quand on y pense, là. non seulement c'est un gros, gros Le sushi. sashimi le plus rare de la planète. Mais attention parce que il y a un passage dans pas la Bible, mais dans le Midrash, où on décrit comment il va être servi. Il y a une espèce de recette de Léviathan Ben voyons dans donc. le Midrash, où on dit qu'il va être servi bien cuit avec des capres et des raisins. Donc, les Euh, câbles, c'était avec le poisson depuis l'époque biblique, là, quand même. c'est fou quand même que la recette soit là. On Et salue JC du comptoir gastronomique. Si tu veux nous oui, faire une recette de Léviathan, écoute, il y a une recette qui existe déjà, fait que tu peux la jazzer. donc, c'est incroyable. C'est pas quelque chose auquel je m'attendais du tout en lisant sur le Léviathan. Je pensais pas qu'on allait voir comme la recette pour le Léviathan. Ben moi non plus. Mais elle Wow! était quelque part là-dedans, dans le Midrash. Euh, il y avait quelques petits problèmes théologiques avec cette notion-là. Et c'est pour ça qu'au 9e siècle, certains poèmes juifs ont précisé que le Léviathan, tout serpentin qu'il était, avait quand même des nageoires et des écailles, ce qui faisait de lui un poisson cachère. Parce que dans la Bible, tu ne peux pas manger des serpents, tu ne peux pas manger des crocodiles, mais tu peux manger des poissons. Dans le Talmud, devrais-je dire. Et donc, c'était un poisson cachère comestible. Vous pouviez le Mais manger. j'ai une question niaiseuse, mais pourquoi les reptiles, c'est pas cachère? C'est une excellente question et Hey, ça c'est nous drôle, hein? prendrait un théologien Hey, juif pour savoir qu'est-ce qui s'il est y a cachère ou des pas. personnes qui mangent cachère, dites-nous-le dans les commentaires parce que je connais rien à ça. Mais, ouais, voilà. Euh, le, le Léviathan, je suis très curieux aussi de savoir qu'est-ce qui fait que c'est cachère ou non. C'est quoi le critère? Mais c'est pas la manière que l'animal a été tué? Il y a ça, mais par rapport à certains animaux, il y a certains animaux qui sont impurs, sont juste Ouais. impurs. Tu peux pas Ouais, les comme manger. le porc notamment. Oui. Moi, je pensais que c'était vraiment une question de, je sais pas, symbolique, là, du genre, le pied fendu comme le démon, mais non, c'est juste parce qu'ils considèrent que c'est un animal qui est sale dans leur culture. Oui, Les puis gens que je connais qui en mangent pas.
La théorie générale, c'est que les maladies transportées par le porc étaient très facilement transmissibles à l'humain, puis c'est pour C'est ça qu'il ne fallait ça. pas en Ça fait manger. quand même beaucoup de sens, Mais je ne sais d'une pas part. pourquoi ça s'applique aux serpents et aux crocodiles, mettons. Donc ça, je pensais pas faire ça un jour dans le podcast, mais si vous avez des cues là-dessus, dites-nous-le dans les commentaires, qu'on soit moins niaiseux parce qu'on connaît pas toutes. Et je suis pas experte en nourriture cachère. Alors voilà. Oui, C'est dit. c'est une bonne place pour y aller parce que je pense que c'est une des premières fois qu'on a une section comment manger Oui, c'est dans ça. notre Comment podcast. apprêter? Comment apprêter? Ouais. Euh, c'est ça, des câpres, du raisin et des feuilles de figue. C'est le repas à la fin des temps. Wow. Il y a également une chose un peu bizarre. Dans la même lignée que comment manger, on a une mini section comment combattre, parce que dans les poèmes juifs du 9e siècle, même chose, euh, on dit que le Léviathan, si terrible qu'il soit, avait peur d'un tout petit ver qui s'introduit dans les branchies des gros poissons. Genre, Oh. ça le terrifiait. Donc, le Léviathan a peur d'un tout petit parasite. Ah. Comme le C'est mythe de la souris qui fait peur aux éléphants. genre, Qui n'est pas vrai d'ailleurs, c'est vraiment un mythe, là, mais tout de même. c'est pas vrai. Parce Non, que c'est pas vrai. je pensais que les Mythbusters l'avaient testé et qu'ils avaient été surpris par le résultat. Mais il me semble que c'est pas vrai. Hey, tu m'intrigues. Il va falloir qu'on Je- fasse je- des recherches là-dessus. on On fera un va. épisode sur les phobies animalières un jour. Mais ouais, mais non, il me semble que c'est pas vrai parce qu'un éléphant, ça, c'est comme, ça n'a pas vraiment de prédateur, là. Ben, oui, Non, mais mais il me semble que j'avais vu que c'est les éléphants très. n'aimaient pas les Ah souris. ben. Ah. On va voir. Répondez-nous, parlez-nous dans le doobly-doo. Autre chose sur le Léviathan. Bon, pour les chrétiens, le Léviathan, ce n'est autre que le dragon, la bête, le serpent d'Éden, l'annonciateur de la fin du monde et l'un des 7 princes de l'enfer qui est associé au péché de l'envie. On dit d'ailleurs que le Léviathan euh, est tellement envieux du monde qu'il garde les eaux pour lui. Dans le fond, il est enfoui au fond de l'océan, puis il boit l'océan au fur et à mesure parce qu'il veut l'avoir toute pour lui. Et c'est ça qui cause des sécheresses. Donc, le Léviathan causerait des sécheresses juste parce qu'il boit toute l'eau du monde, ce qui force Yahvé à remettre de l'eau en faisant des pluies. C'est quand même Euh, tannant, hein. c'est un tannant. Euh, le Léviathan aussi, souvent, on le représente comme ayant plusieurs têtes. Dans quelques versions, on dit qu'il a jusqu'à 7 têtes, une pour chaque péché. Euh, et que donc il s'apparente à d'autres gros serpents comme l'hydre ou des créatures du même type. Bon, ça m'amène à l'affaire dont je voulais te parler tantôt, Sabrina. J'ai découvert que l'histoire du Léviathan, et spécialement l'idée que le Léviathan va, à la fin des temps, être tué et, qui plus est, mangé, ça c'est assez particulier, c'est quelque chose qui n'est pas unique à la Bible ou aux écrits judaïques. Il y a une version de ce mythe-là un peu partout dans le monde. Ah. Wow. Alors, j'ai ici une petite liste à différentes places dans le monde, c'est quoi l'équivalent? Parce que ce scénario-là, d'une immense créature marine destructrice qui émerge des flots et qui est tuée par une divinité céleste, il y en a un char et une barge. Il y a une des plus anciennes en Mésopotamie, c'est Marduk contre Tiamat. Tiamat, qui était la mère des monstres, le dragon initial, et Marduk, qui était la divinité justicière du tonnerre et du soleil. Euh, Chez les Hittites, c'est Tahuns contre Iyuyanka. Chez les Japonais, c'est Susanoo contre Orochi. Oui. Chez les Hindous, c'est Indra contre Vitra. Chez les Grecs, c'est Zeus contre Typhon. Chez les Égyptiens, c'est Ra contre Apep, le serpent du sous-monde qui revient essayer de manger le soleil. Chez les Germaniques, c'était Thor contre Jormungandr, donc le serpent qui entoure le monde. Ouais. Chez les Chinois, c'était Yu le Grand contre Xianglu. Euh, Chez les Algonquins, c'était Glooskap contre Atosis. Chez les Aztèques, c'était
Alors, je vais pas être capable de le prononcer. Tezcatlipoca contre Chipacli. Et donc, il y a une version de ce mythe-là, oui, dans toutes les choses qui sont un peu indo-occidentales, mais aussi chez les Japonais, chez les Hindous, chez les Amérindiens, les Premières Nations, il y en a partout. Je vais me permettre de mentionner, parce qu'il faut être à jour dans nos noms de Premières Nations, que c'est les Anishinabés et non les Algonquins. Faut plus dire Algonquins. Parce D'accord. que c'était un mot colonial qui voulait dire, je pense, nos alliés ou un truc comme ça, ou ceux de l'autre côté, là. En tout cas, bref, faudrait dire Anishinabé maintenant, si je suis à jour dans le Mais truc. Anishinaabe, c'est un peuple, right? Oui, Tandis que Algonquin, c'est une famille de peuples. oui, c'est ça. Ils ont tous chacun leur nom maintenant. OK. Fait qu'en tout cas, bref, Algonquin ne se dit plus. Anishinaabe, donc. Juste pour. Mais, puis, hey, excuse-moi, tant qu'à te couper, je m'excuse, mon TDAH part en vrille. Je suis allée regarder pour les éléphants et les souris. Oui. Et les éléphants, non, effectivement, pas peur des souris, parce que le mythe, c'est qu'ils ont peur des souris, ils ont peur qu'ils rentrent dans leur trompe. Mais anyway, ça serait vraiment pas un bon instinct de survie de faire ça. Puis en fait, c'est qu'ils ont tendance à faire des sauts quand ils voient des petites créatures sur leur chemin parce qu'ils n'ont pas une très bonne vue. C'est pour ça qu'on pense qu'ils ont peur, mais en fait, ils font juste le saut puis ils changent de chemin parce qu'ils voient pas bien. Mais ils ont réellement peur des abeilles et des guêpes parce que les piqûres, ça fait peur. Fait que voilà. Tu sais quoi? Je vais le Hein? laisser dans l'épisode parce que Ben je trouve oui! ça super intéressant. On peut full partir en vrille, là. Tu sais, c'est correct. Les Mais gens nous c'est ça. connaissent, là. C'est quand même intéressant le principe de la super grosse bébite qui a peur de la super petite bébite. Fait que non seulement les éléphants ont pas. Les éléphants n'avaient pas peur des souris, ils ont peur des petites bébites en général, mais ils ont peur de plus petits que les souris, ils ont peur des abeilles. Fait que Voilà. c'est incroyable. Je trouve Probablement ça les guêpes, les fascinant. abeilles, en tout cas, ceux qui volent puis qui piquent, là. Voilà. Ça fait que pourquoi donc on a autant de variations euh, de cette histoire-là? Un immense serpent aquatique, souvent dévastateur, ou une créature de type serpent est vaincue par une divinité solaire ou du ciel. Ça arrive dans presque toutes les cultures à travers le monde. Quelquefois, c'est au début des temps, quelquefois, c'est à la fin des temps, comme avec le Ragnarok ou les révélations. Euh, mais c'est quelque chose qui arrive à peu près tout le temps. Et pourquoi c'est de même? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans la section. Wouhou! C'est énervant, tout ça. Wow! Mais c'est vrai, hein? Chaque culture a son serpent ou poisson légendaire. C'est quand même chouette. Moi, ça me... C'est surprenant parce qu'il y a il y a des peuples là-dedans qui ont, à proprement dit, pas vraiment de serpents sur leur territoire, ou du moins pas Hmm. de gros serpents. Donc, l'idée que Ben, les métaphores de serpents existent, sont universelles, du moins. C'est fou. Mais non seulement les métaphores, mais le symbole du serpent comme antithèse, comme symbole du chaos. Hmm. Et comme entité dévastatrice. Fait que presque toutes les grandes civilisations ont imaginé un énorme serpent qui réside au fond du monde et qui va dévaster le monde. Mais en même temps, quand tu penses à ça depuis l'âge de pierre, c'est une créature qu'on craint, le serpent, même s'il n'y en avait pas nécessairement. Tu sais, il y a des couleuvres puis des petits serpents venimeux, il y en a un peu partout. Puis même s'il n'était pas venimeux, nous, à l'époque, on le savait pas. Fait que moi, mon guess dans les airs comme ça, je pense que c'est comme l'araignée. Ça reste des créatures qu'on était habitués à craindre quand on était dans l'époque des cavernes. Alors, Je pense que c'est ça. Hey, je suis dans le champ. Oh! non, tu n'es pas dans le champ. En Ah fait, ah! tu me permets d'aller dans une de mes domaines que je préfère, qui est le domaine de la psychologie, Oui! et de dire pourquoi on a peur des serpents. Alors, pendant très, très longtemps, on pensait que le serpent, on avait peur de ça parce que, justement, évolutivement, Évolutivement, dans oui, l'évolution, dans l'évolution. on avait peur des serpents parce qu'ils étaient venimeux et parce ils étaient dangereux pour nous. Or, il y a beaucoup, beaucoup de peuples, justement, dans lesquels il y a cette légende-là du grand serpent dévastateur, qui, un, n'ont pas des gros, gros serpents qui pourraient nous manger, et deux, un serpent venimeux, mortel,
c'est beaucoup plus rare qu'on pense. Il y a plusieurs espèces de serpents venimeux sur la Terre, mais il y en a environ 4 ou 5 qui sont mortels. Et il y en a 2 là-dessus en Australie, à la surprise d'absolument personne. Ben là, c'est ça. Et, euh, et donc, l'idée que le serpent était un danger énorme pour l'humain, ça colle pas. Même chose pour les araignées d'ailleurs. La quantité d'araignées qui sont mortelles pour l'humain est très, très, très mince. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'espèces d'araignées qui sont mortelles pour l'humain. Fait que pourquoi? Pourquoi qu'on a peur de ça? La théorie en ce moment en vogue, c'est que le serpent, non seulement était potentiellement dangereux, mais surtout avait une forme qui ne nous revient pas. Hmm. C'est la forme du serpent, ses ondulations et le fait que notre esprit a de la misère à capter qu'est-ce que c'est parce que ça nous brouille tous nos récepteurs normaux. Depuis le début de l'émission, Sabrina, on a parlé souvent des pareidolie, de la pareidolie, de fait de Ouais, voir des faces ou de voir des oui. choses humanoïdes. Le serpent score 0. Il y a pas, tu ne peux pas appliquer ta pareidolie sur les serpents. C'est trop bizarre. C'est Et peut-être ça, ça. C'est ça le problème, dans le fond. oui, le problème, c'est Ah. pas que ça ressemble à un être humain puis que c'est dans la zone de l'étrange. Le problème, c'est l'inverse. C'est que ça ressemble pas du tout à un être humain puis ça se comporte pas comme ce que notre cerveau anticipe. Et donc, pour nous, c'est un danger parce que c'est juste trop étrange. Hmm. Euh, le mouvement du serpent, donc le vrai problème avec le serpent dans le cerveau humain, ce ne serait pas le fait que c'est associé à un danger, c'est que c'est un incalculable. On ne sait pas qu'est-ce que c'est, on ne sait pas qu'est-ce que ça va faire, on ne sait pas comment ça bouge. Au début, on a de la misère à savoir où est la tête, où est le bas reste du corps, où ça commence, où ça finit. Des fois, c'est enroulé autour de soi-même. Ce serait la même chose qu'on ressent à propos des tentacules, à propos des vers, à propos des mille pattes. Tout ce qui bouge pas comme un humain, mais on essaye d'y apposer nos critères d'inspection et ça colle pas. Ce serait ça qui fait que le serpent, pour nous, est un symbole non seulement de danger, mais bien de chaos. Parce qu'on n'est pas capable de l'identifier, on n'est pas capable de le saisir. J'ai trouvé ça super intéressant. Et une des raisons pourquoi ce mythe-là est aussi répandu, c'est parce que là, je vais citer l'auteur et théologien Nicholas Wyatt, qui lui défend l'idée que ce qu'on appelle le Chaos Kampf, c'est-à-dire le combat contre le chaos, la lutte contre le chaos, au début du monde ou à la fin du monde, des fois les deux, c'est le principe fondamental de l'émergence d'une société. Pour qu'il y ait une société, il faut que la société ait arrêté d'être en mode survie. Il faut que la société soit devenue. Il faut qu'il y ait un élan de civilisation au-delà de juste essayer de survivre. Et donc, le fait qu'une divinité humanoïde tue une affaire incalculable, un immense serpent, symbole de la nature destructrice, ça veut juste dire que dans cette section du monde-là, l'humain a triomphé de la nature, triomphé du besoin de survivre et est devenu une civilisation. Donc, c'est un mythe sur lequel il est facile de tomber. En fait, c'est un peu la même chose que les pyramides. Pourquoi il y a plusieurs civilisations ont construit des pyramides? C'est l'exemple que Nicholas Wyatt donne. C'est pas parce que tout le monde a eu la même inspiration, c'est parce que la pyramide, c'est l'affaire la plus simple à construire. Et Hmm. donc, cette légende-là de la divinité du ciel, de l'ordre qui vient péter le représentant du chaos et de l'indomptable nature, c'est l'histoire qui est comme la plus fondamentale, une des plus fondamentales que l'humain peut créer. Du moins, c'est la théorie ambiante. Il y a beaucoup Mhm. d'autres mondes qui ont eu l'idée que le Léviathan, en fait, représentait juste un ancien régime qu'on supplante par un nouveau régime. Euh, c'est une vision peut-être un peu plus cynique, mais anthropologiquement intéressante. Euh, il y en a qui disent que le Léviathan, les gros, gros serpents, c'est comme les vices sur lesquels la tempérance et la vertu vont gagner. Donc, ce serait seulement des caractéristiques humaines. Mais c'est pas tous les pays, toutes les nations du monde
qui ont la même définition de qu'est-ce que c'est un vice, qu'est-ce que c'est une vertu, puis fait que c'est pas tant applicable. Est-ce que ça veut dire que le 1% des personnes riches, ça peut représenter un léviathan symbolique? Selon Thomas Hobbes, c'est exactement ça que ça représente. Je vais en reparler dans Culture, ça. Oui, alors le Léviathan est souvent utilisé comme le pouvoir implacable d'une autocratie ou d'un gouvernement totalitaire. Et ça, on va en parler là, justement, on va basculer en culture dans Oh oui. quelques secondes. Euh, mais juste avant, alors, juste avant d'aller dans la section culture, alors Sabrina, je me suis posé la question, là, on a parlé du symbole du Léviathan, mais le Léviathan, c'est un animal, c'est une bête. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà eu une bête sur Terre qui aurait pu être prise comme ce gigantesque serpent aquatique-là? Est-ce que ça existe? Parce que pour le Kraken, on a trouvé des calmars géants. La légende vient de quelque part. Mais est-ce qu'il y a l'équivalent pour le Léviathan? Moi, ça m'évoque, tu sais, des poissons comme les sunfish ou les poissons gigantesques. Le pas poisson-lion, ça? C'est sunfish en anglais? C'est mélangeant. Ce genre de poisson? T'es vraiment, juste à côté. Tu l'as presque. On s'est pas parlé avant l'émission, hein? C'est ça que j'aime, c'est que des fois, je peux comme guesser ou essayer de guesser des affaires. Bon, en tout cas, c'est probablement que oui, il y en a un. Il y a un gros candidat. Mais le gros candidat tout seul fait pas tout le travail. Il faut des conditions bien spéciales, bien spécifiques. OK. Parce qu'il y a plusieurs récits de serpents de mer. Tu sais, le serpent de mer, c'est un animal mythique qui existe un peu partout. Ouais. Pourtant, on a de la misère à trouver c'est quoi l'origine réelle de tout ça. Il n'y a pas vraiment d'animaux qui sont des serpents de mer gigantesques. On a bien sûr des serpents qui vont dans l'eau. Il y a des serpents terrestres qui peuvent descendre dans les fonds marins pour aller manger. Ça existe. C'est des petits serpents. Ce n'est pas des affaires qui vont vous faire capoter si vous êtes sur votre navire. Il faudrait que ce soit gros. Et pour avoir quelque chose de ce profil-là, eh bien, le candidat numéro 1, c'est ce qu'on appelle le régalec, ou aussi, de son nom commun, le roi des harengs. En anglais, c'est un oarfish. Oh my God, je viens de googler, c'est terrifiant. Mais c'est un peu... Mais c'est cool en même temps. C'est un cool poisson. C'est un long poisson qui ressemble vraiment à une très, très longue anguille avec une crête un peu une crête quasiment comme un coq. Et ça peut être plusieurs mètres de long. Et c'est trouvable, ça se trouve généralement dans les mers un peu plus, je dirais, un peu plus équatoriales. Et il y en a quand même beaucoup. Et si vous en trouvez un échoué sur la plage, vraiment, ça va vous faire croire au serpent de mer parce que ça a toutes les caractéristiques d'un gigantesque serpent de mer ou d'une énorme C'est sûr que anguille. l'époque médiévale a été teintée de cette créature-là. Donc, ça, c'en est un. Ça, c'est un des plus, je dirais, le plus grand suspect. Mais il y a plusieurs chercheurs et plusieurs anthropologues qui disent non, 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 non. La relation qu'on a avec le Léviathan, c'est la même relation qu'on a avec les baleines. Et j'ai dit, ouais, mais les baleines, on sait c'est quoi. Les gens, c'est pas une mystérieuse créature des mers, une baleine. Et le principe, c'est que ce n'est pas toutes les baleines qui étaient connues. Alors, le cachalot, c'est une créature c'est une baleine, on le sait maintenant, mais traditionnellement, le cachalot et la baleine, c'est considéré comme deux animaux, deux espèces complètement différentes. Ah. Et le cachalot, de façon générale, spécialement les cachalots qui avaient tendance à s'empêtrer dans les filets de pêche, parce qu'un cachalot, contrairement à une baleine filtreuse, ça mange des poissons. D'ailleurs, le cachalot, ça a des dents. C'est plus dans la famille des... Hey, ça, Vicky Pedno pourrait nous dire ça, mais biologique. Mais je pense que c'est plus dans la famille des dauphins où il est dans une catégorie qui n'est pas la même catégorie que les baleines avec des fanons. Exact. C'est une baleine à dents. C'est pas une baleine à fanon. Et donc, ça mange des poissons, ça mange et des calmars. Et c'est une créature qui descend profondément avant de remonter à la surface et
on pense que les cachalots, ce serait le candidat, le suspect numéro un. Parce que c'est des choses qui n'arrivent qu'en haute mer. Et quand tu vois un cachalot, il y a le souffle qui est souvent associé au souffle de feu. Mais les baleines normales aussi étaient considérées comme ayant un souffle de feu alors qu'on ne Oui, les oui. capturait pas. Euh, mais les cachalots, lui, disparaît dans les fonds et remonte et il Hmm. mange et on peut voir ses dents. Donc, on pense que le cachalot, et spécialement les cachalots qui se seraient peut-être empris dans les filets, et ce qui donnerait l'espèce d'ondulation qui aurait pu être considéré comme un serpent de mer. Ce serait Hmm. le suspect numéro un. Mais il y a aussi, avec le roman Moby Dick, là, qui, bon, c'est sûr que c'est des années 1800, là, Mais mais tu as absolument ouais. raison parce que le roman Moby Dick utilise le mot Léviathan pour désigner la Ah, ben baleine. voilà. Et ça, c'est exactement la transition qu'on avait besoin pour passer en culture. J'aimerais faire une mention de paléontologie qu'il y a déjà existé des cachalots géants qui dévoraient des baleines. Donc, il y a 12 millions d'années dans l'océan Pacifique, mais tout de même. Donc, les cachalots géants, on ne sait pas s'il y a des spécimens. On imagine toujours qu'il y a des spécimens qui ont survécu trop longtemps et qu'on ne le savait pas. Mais Et tout de est-ce que même. tu connais le nom latin de ces créatures? Non, vas-y C'est donc. le Léviathan Milviae. Ben voilà. Le Hein, tout est dans Léviathan tout. de Melville. Wow. C'était le terme qui a été choisi pour désigner ces créatures-là. Incroyable. What a tao. Bien sûr, le Léviathan est, pour beaucoup de légendes qui lui sont apparentées, un symbole de chaos, un symbole de force sauvage de la nature. Au fil du temps, il y a eu aussi la représentation du mal ou des puissances qui s'opposent à Dieu, évidemment. C'est Oui. toujours, bibliquement, les créatures, c'est toujours les démons. Oui, puis ça m'a surpris d'ailleurs en regardant dans la culture que quand on utilise le mot Léviathan, sauf pour Herman Melville avec Moby Dick, souvent on ne parle pas de sa taille ou même du fait que c'est un animal marin, mais vraiment du fait que c'est un démon. Souvent on utilise Mhm. Léviathan pour parler d'un démon. Ça m'a surpris. Exactement. Oui, c'est vrai. Puis aussi, justement, dans le livre de philosophie de Thomas Hobbes, qui a été publié en 1651, Oui. qui s'appelait Léviathan, on parlait vraiment d'une représentation symbolique de l'État souverain à part entière. Mhm. Donc, l'idée, là, si je synthétise, que Thomas Hobbes voulait véhiculer, c'est que sans gouvernement, les humains vivent dans un état de nature, donc sauvage, où tout le monde lutte un peu pour sa survie. Fait qu'il faut structurer tout ça. Puis que c'est une situation qui conduit à des guerres. Donc, comme ça a été amélioré aujourd'hui. Puis pour y mettre fin, ben, il faut accepter de céder une partie de notre liberté pour un pouvoir central qui est très fort. Donc, le Léviathan deviendrait un peu une métaphore pour maintenir la paix. C'est, Après, c'est... Mais ça parle de la nature implacable là, aussi, de l'espèce de nature plus grande. c'est très idéalisé, on va se le dire. Oui, mais ouais, c'est ça. Voilà. Et bien sûr, dans la culture populaire, le mot Léviathan, c'est souvent utilisé pour désigner soit un monstre marin gigantesque, Oui. hein, les poignets étaient gros de même, un Léviathan, toi chose. Il doit y avoir une couple de pêcheurs qui se vantent de ça. C'est aussi une créature ancestrale dans plusieurs œuvres de fantasy, de fiction. Mhm. On parle aussi d'un Léviathan quand on veut désigner un sous-marin, donc ou un navire, donc qui est Oui. colossal. On dit souvent, on va parler d'un Léviathan, on va dire, hey, ça c'est vraiment un très très grande embarcation ou un J'ai très j'ai- grand sous-marin. j'ai un exemple de ça. Ouais. Un navire, souvent c'est un navire qui est énorme et qui est condamné. Il y a une série qui s'appelle Léviathan, une série de comics publiée écrit et illustrée par Ian Eddington et Disraeli à propos d'un immense navire qui disparaît puis qui continue son voyage dans un autre monde qui s'appelle Léviathan. Wow, ben c'est ça. Ben, c'est là que je m'en allais. Donc, on est parti quand même de textes religieux, bibliques, de récits de philosophie politique et la culture moderne. On arrive à la littérature, donc Mm. avec justement Thomas Hobbes en 1651, qui est pas mal l'ouvrage, le premier ouvrage qui a été avec ce nom-là officiellement. Bien Mhm. sûr, on ne peut pas passer à côté de Moby Dick de Melville, 1851,
qui parle du Léviathan, comme tu as dit, pour parler du cachalot. Et c'est assez incroyable à quel point ce terme, ce livre-là a rattaché les deux. Probablement que le cachalot était l'originateur du mythe des serpents de mer, mais c'est incroyable à quel point ces deux mots-là sont devenus imbriqués dans le livre de Melville. Exactement. On fait référence au Léviathan dans Les Misérables de Victor Hugo. On compare les égouts de Paris à l'intestin du Léviathan pour montrer à quel point c'est immense, puis c'est un organisme Wow! vivant, là. Ouais. Euh, Wow! ouais, hein, tu l'as pas vu venir, celle-là. Pas du tout. Ensuite, il y a un roman qui s'appelle Léviathan, un roman comme thriller psychologique qui a été écrit en 1929, qui parle de pulsions et de forces obscures qui habitent l'être humain. Oui, là, On on a fait plus référence à Léviathan comme démon à ce moment-là. Tu sais, c'est Oui, un vraiment. démon intérieur de l'humain, le pire de l'homme, ce qui Oui, est profond, ancré en nous. C'est quand même une métaphore de profondeur quand tu y penses. de profondeur. Et voilà. Et bien sûr, dans un premier tome d'une trilogie thématique un peu steampunk qui se passe à la Première Guerre mondiale, mais dans une version alternative, on a eu un ouvrage appelé Le Léviathan en 2009 qui a été écrit. Qui est évidemment, le Léviathan est un immense dirigeable dans cet ouvrage. Ouh, ça, là, je ne l'avais pas vu. Le dirigeable, ça, je ne savais pas. Ensuite, au cinéma, il y a le fameux film Léviathan, où c'est un drame russe qui, dans le fond, parle. On fait référence au livre de Job dans la Russie contemporaine. Donc, Mais il y avait aussi le film de 1989 qui s'appelle Léviathan et qui oui, était c'est là que l'espèce de. j'arrivais Ah, ok. ensuite. Pardon. Mais le Léviathan, dans le film, dans le fond, il symbolise vraiment l'État et la corruption et cette Hmm. puissance écrasante. Donc, le film de science-fiction horrifique sous-marin dans lequel une équipe découvre une épave qui renferme une menace monstrueuse. On parle du film Léviathan. Un autre truc qui s'appelle Léviathan, écoute, c'est tout le temps ça le titre, hein, on passe pas par quatre chemins. C'est un documentaire expérimental qui a été tourné sur un chalutier de pêche. Puis la mer est vue vraiment comme une force immense, mythologique, super. C'est une métaphore pour parler de l'immensité de la mer et du respect qu'on doit lui vouer. Ensuite, bande dessinée et manga, là, je peux pas toutes les nommer, mais il y a des références assez récurrentes dans plusieurs ouvrages. Mais tout de même, en 1999, il y a une bande dessinée appelée Léviathan, qui est une réinterprétation de la figure du Léviathan, mais dans un univers fictif là, de science-fiction. Il y a série animée, donc Léviathan en 2025. Donc, je ne l'ai pas vu, Hmm. j'ai pas checké, mais c'est une adaptation d'un roman de Scott Westerfeld, pardon, puis qui reprend un peu un univers steampunk aussi. Et c'est bien sûr le nom de son aéronef. Jeux vidéo! On peut pas Oui! passer sous silence. Final Fantasy, Oui! Subnautica, évidemment, où on parle donc les classes des profondeurs. Donc, les plus grands prédateurs des océans sont appelés les classes Léviathan. Donc, c'est une catégorie de monstres marins. Mass Effect, on en parle avec les mystérieux Léviathans. C'est comme une espèce ancienne avec un pouvoir, Oui, des pouvoirs. l'origine, la plus ancienne espèce de la galaxie. Voilà. Et voilà, donc pour n'en nommer que quelques-uns, hein, ça finit plus. Mais on parle vraiment d'un symbole de profondeur, de chaos, de corruption, de force. Même si le Léviathan n'est pas forcément mauvais dans les écrits anciens, est devenu un monstre mythique. Et on le voit même dans. Moi, j'ai joué à Majora's Mask, puis il y a un très gros poisson contre lequel tu te bats, qui est pas mal un Léviathan, pas mal. Mais il y a Alors aussi voilà. des versions Digimon et Pokémon Oui. des Léviathans. C'est une créature qui est mentionnée dans la série des Dishonored. Oui, Il y on en pourrait a. parler aussi de kaiju japonais, donc Godzilla, qui ont Oui! fortement inspiré donc les monstres cosmiques que H.P. Lovecraft a créés, bien sûr, font référence quand même directement à ça. Tous les dragons et monstres marins des jeux vidéo en général, les titans des univers de fantasy aussi, les titans, tu sais, c'est des léviathans des dieux, si on veut. Hmm. Donc, on pourrait vraiment en nommer beaucoup. C'est vraiment un monstre que je ne m'attendais pas à retrouver autant partout, mais il est omniprésent, même si ça ne semble pas être le plus apparent. Il a inspiré tellement de monstres, de monstres colossaux, c'est fou.
Oui, puis c'est une des raisons pourquoi on en parle aujourd'hui, justement, de savoir à quel point ce monstre-là, on dit le nom souvent et on n'est pas sûr exactement de ce que ça veut dire. C'est la Ah, raison pour laquelle on en parle. puis j'aurais pu parler de Pacific Rim aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais tout de même. Ah oui. Mais on l'avait Euh, mentionné dans notre épisode sur le Sinon, kaiju. écoute, j'arrête pas, je repense à Supernatural, fait référence aussi, Ah, mais tout le temps. tout le temps, en fait, Mm, c'est vrai. mm. Hellboy aussi, il y a des références du monstre, la version biblique, mais tout de même. Hey, je pourrais en nommer, je pourrais passer 2 heures en nommer Binding of Isaac, plus près de nous, Devil May Cry, Destiny, Mass Effect, Mais il faut Sea quand of même. Thieves. Oh mon Dieu, Sea of Thieves, qui est un excellent jeu vidéo d'ailleurs. Bref, Et voilà. est-ce que Et c'est bien ta sûr, on pourrait recommandation? parler. Ah, ça pourrait vraiment être une recommandation. Oh! Il là là, ça va être dur la recommandation. Ben moi, j'ai déjà trouvé la mienne. Oh, je m'excuse. Mm. J'ai oublié de mentionner qu'il y Oui. a beaucoup de référents dans la musique métal. Hein? On parle Ah! d'Hailstorm, Oui! On me l'a dit au Therion. début de l'épisode en plus. Ah oui! Ça serait gênant de ne pas en parler. Il y a d'ailleurs le groupe américain Mastodon qui a consacré un album au complet à Moby Dick, donc directement, indirectement inspiré du Léviathan. Ouh, fatigué. OK! Wow! Il y en a beaucoup. Je pense que j'ai découvert quand même pas mal, là, Il y je en a crois. énormément. Mais là, Oui. rendu ici, c'est le moment d'en choisir une parmi les œuvres. Qu'est-ce qui, pour toi, incarne le Léviathan? Moi, je peux nommer la mienne. Vas-y, puis je vais Alors, choisir après. tout à l'heure, tu as mentionné le jeu Subnautica, dans lequel il y a des Léviathans de différents gabarits qui habitent Oui. sur cette planète aquatique. Mais je ne sais pas si tu le sais. Mais en ce moment, ils sont en train de tester Subnautica 2, qui est en early access. Donc, vous pouvez l'acheter, déjà le préacheter et le tester. Et moi, ce serait ma recommandation, parce que non seulement dans Subnautica, il y a un aspect d'exploration et de découvrir la faune, mais en plus, comme là, il est en early access, ça veut dire que périodiquement, il y en a un nouveau qui arrive. Oui. Les développeurs du jeu ajoutent un nouvel animal ou une nouvelle créature et soudainement, elle apparaît dans le jeu et ça, en soi, ça peut complètement vous déstabiliser. Moi, je suis en ce moment le early access, l'accès anticipé de Subnautica 2 et je vous recommande de vous y joindre, même si le jeu n'est pas terminé encore, je ne serait-ce que pour faire l'aventure. Il y a déjà quelques Léviathans qui en valent le détour. Voilà ma recommandation. Wow. C'est drôle parce que j'avais en tête de suggérer Subnautica à jouer pour explorer la thalassophobie parce que je suis atteinte de thalassophobie et je joue à Subnautica. Je suis pas très bonne parce que je panique, mais au moins je suis devant un écran. Mais je vous recommande de jouer à ça si vous voulez sortir de votre zone de confort ou vérifier si vous êtes thalassophobe. Ça va vous donner une bonne idée. Mais comme cette recommandation est déjà prise, eh bien, je vais y aller dans quand même la facilité, mais une valeur sûre de vous dire de jouer à Sea of Thieves si vous avez Oui! envie d'être pas sous l'eau et sur l'eau et combattre des créatures qui sont sous l'eau. Vous pouvez vous frotter à des kraken notamment et des créatures marines effrayantes, mais aussi vivre la vie de pirate, jouer de la musique, puis faire des choses c'est un jeu qui a été fait par la compagnie Rare. Je sais pas Oui. comment prononcer mes R en anglais, je suis nulle. Rare. La compagnie Rare qui a fait notamment plein d'excellents jeux là, comme Banjo-Kazooie, Conquer Bad Fur Day. Bon, bref, on est vraiment ailleurs, mais ils sont excellents pour faire des jeux qui sont bubbly, qui ont une jouabilité qui est égale. Donc, si les gens sont meilleurs que vous en PVP, en joueur contre joueur, c'est qu'ils maîtrisent mieux les commandes que vous avez et vous avez les mêmes. Donc, il n'y a pas vraiment de triche possible, ou du moins pas mal moins que dans d'autres jeux. Et c'est vraiment un jeu qui est super accessible, qui est super agréable, que je vous recommande de jouer en équipe avec, quand vous pouvez être une équipe de 4 au moins, c'est super trippant. Et vous allez vous retrouver dans une tempête avec de la pluie, des éclairs et des créatures sous-marines à combattre. Et vous allez vivre un peu les légendes qu'on imagine et encore à ce jour. Alors, pour le côté, bien sûr, fantastique, je pense que ça vaut la peine pour vivre une sorte d'immersion avec des monstres marins. Voilà. Eh bien, nous y voilà! Le Léviathan ouvert et révélé sous vos yeux.
c'est ce qui met fin à nos épisodes de l'été. On bascule en mode automne. Et habituellement, dans le mode automne, on se garde certaines des monstres qui sont peut-être les plus horrifiants. Et donc, pour se préparer, en septembre, nous vous proposons quelque chose de complètement différent. En septembre, on va s'intéresser non pas aux monstres, mais aux chasseurs de monstres. Quelles sont les manifestations de ces gens qui poursuivent et combattent les monstres à travers les différentes cultures du monde? Alors, en septembre, la chasse est ouverte, c'est la saison de la chasse et c'est l'heure des chasseurs de monstres. Yes, merci Simon. Et bien sûr, si vous avez apprécié cet épisode, si vous avez envie de nous encourager à continuer parce qu'on met beaucoup d'amour dans nos recherches, on est là pour votre divertissement. N'hésitez pas à commenter, à réagir, mettre des petits cœurs, nous dire d'où vous venez, d'où vous nous écoutez. Et bien sûr, de ne pas hésiter à nous faire des suggestions, des recommandations pour qu'on puisse bonifier nos épisodes comme on le fait avec passion. Et merci à tous de nous écouter et on se dit à la prochaine pleine lune. À la prochaine.